On va essayer à nouveau de parler de Platon. La dernière fois, on se demandait avec Platon ce qui devait être considéré comme la réalité véritable, comme ce qui existait véritablement. Et aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la question de la sagesse, même si évidemment les deux questions sont liées. Puisqu'il passe pour être disons le père fondateur en quelque sorte, avec Socrate son maître de la philosophie occidentale, donc il est normal pour essayer d'appréhender un peu sa pensée, d'y voir un peu plus clair dans ce que la sagesse, ou plutôt peut-être devrions-nous dire l'amour de la sagesse, la philosophie, signifie pour lui. Et alors, nous allons faire face, vous le verrez, à des difficultés importantes, puisque il ne faut surtout pas oublier que Platon est un auteur antique. Et en tant qu'auteur antique, il vit dans un monde, il adhère à certaines évidences qui nous sont tout à fait étrangères. Et on le verra, c'est à ces évidences qu'il faut essayer de revenir, qu'il faut essayer de clarifier pour véritablement comprendre qui était Platon et quelle était sa pensée. Et donc, on le verra, et ça nous était déjà apparu autour de notre enquête sur le monde intelligible, qui est la réalité véritable, pour ceux qui étaient là la dernière fois. Il nous était déjà apparu que le monde intelligible ou monde des idées pouvait être compris de deux manières très différentes. Là, vous allez voir également, l'approche de la sagesse peut être pensée de deux manières qui semblent complètement incompatibles. Et c'est un petit peu la même tension qu'on avait mis en avant la dernière fois, tension entre une approche plutôt rationaliste de la sagesse et une approche plutôt mystique, plus proche des fous en Dieu, qu'on peut rencontrer dans certaines grandes traditions spirituelles, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, voilà, par ailleurs. Donc en fait, on essaiera de montrer que la philosophie pour Platon, c'est en fait les deux en même temps. Et c'est en manifestant une certaine folie, mais orientée dans une direction bien précise. Il ne s'agit pas d'être fou n'importe comment, d'une certaine manière. C'est une certaine folie orientée dans une direction bien précise et un usage aussi rigoureux que possible de la raison, qui fait de nous un sage. On va essayer de clarifier ça. Donc, la sagesse, elle peut se comprendre tout d'abord comme une capacité à comprendre le monde, à le connaître, et deuxièmement, une aptitude à vivre de manière juste. Et ce deuxième aspect est très très important. Encore une fois, Platon est un auteur antique, donc ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la vie, c'est la manière de vivre. Comme pour reprendre le titre d'un livre du célèbre Pierre Hadot, grand spécialiste de philo antique, qui a écrit un ouvrage, La philosophie comme manière de vivre. C'est ça qui importait pour les antiques. Nous, modernes, c'est-à-dire en gros depuis le XVIIe siècle, on philosophe, c'est-à-dire on blablate, on essaie de penser, on fait des bouquins, mais pour ce qui est de la mise en pratique, c'est plutôt notre affaire, d'accord ? Pour les philosophes antiques, ce qui compte, c'est la vie, c'est ce qu'on incarne, c'est ce qu'on fait. Donc, d'une part, compréhension du monde qui suppose un accord de la pensée avec elle-même, et incarnation de la justice, c'est-à-dire un accord de la vie avec la pensée. Donc, et dans un cadre platonicien, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est d'abord et avant tout le juste. Platon ne s'intéresse pas beaucoup à la compréhension du monde dans sa globalité, c'est-à-dire compréhension par exemple des phénomènes météorologiques, des phénomènes biologiques. Tout ça, ça lui est, alors je ne vais pas dire égal, mais c'est très secondaire. À l'inverse de son grand disciple rebelle, Aristote, qui lui a écrit sur tout. D'accord, de manière extrêmement précise, approfondie, détaillée. Platon, non. Sa grande affaire, c'est le juste. Comment rendre les hommes justes individuellement et collectivement.
Donc sa grande affaire, c'est l'éthique et la politique, hein, puisque les deux sont absolument indissociables. Le but, et donc ça pourrait être l'objet d'un futur exposé, et pareil, qui serait très dépaysant, parce qu'on n'a plus du tout cette conception-là de la politique. Mais le but de la politique, pour Platon, c'est d'éduquer l'âme des hommes, c'est d'éduquer les citoyens. Puisque l'éducation, c'est un processus qui a lieu tout au long de la vie. Tout au long de la vie. D'accord ? Et donc, ce faisant, on découvrait chez Platon des idées qui nous dérangeraient peut-être un peu, puisqu'il y aurait en quelque sorte des relents totalitaires d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'encadrer la vie des gens par l'État et par des sages qui seraient à la tête de l'État pour aider les gens à aimer ce qu'il convient d'aimer et détester ce qu'il convient de détester. Puisque c'est ça, en fait, l'éducation. Quand on éduque un enfant, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à ce qu'il aime, ce qu'il convient d'aimer, ce qu'il déteste, ce qu'il convient de détester. Bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, c'est pas notre objet que de parler de politique, mais voilà, simplement pour vous indiquer que, même si on ne va pas s'étendre sur ce point, réfléchir à la question de la sagesse suppose, chez Platon, une réflexion politique. Donc, ce qu'il s'agit d'abord de comprendre par la raison, c'est de savoir ce qu'est le juste. Et donc, le questionnement platonicien se demandera, par exemple, ce qu'est le courage, ce qu'est la justice, ce qu'est la piété, etc. Donc une réflexion portant sur tout un ensemble de vertus. Et notre réflexion sur la nature de la sagesse nous conduira à enquêter, à approfondir la question qui était le sujet de l'exposé de ce soir, la question de savoir, comment est-ce qu'on l'incarne ? Comment est-ce qu'on devient sage, après l'avoir identifié ? Mais tout d'abord, qu'est-ce que la sagesse ? D'accord ? Donc, on l'a dit, être sage, ça semble d'une part être capable de comprendre, de savoir ce qui est juste et de l'incarner. Bon, dit comme ça a l'air simple, mais on va voir que ça pose, dans le cadre de la réflexion platonicienne, tout un tas de problèmes. Donc, tout d'abord, la connaissance du juste est loin d'aller de soi. Et donc là, on va reprendre des problèmes qu'on avait vus un petit peu la dernière fois, en les développant moins, parce que je risquerais d'être un peu ennuyeux pour ceux qui étaient là. Mais... Donc la compréhension du juste est loin d'aller de soi, et il se dresse devant elle donc, un certain nombre d'obstacles, puisque, par exemple, pour savoir ce qui est juste, il faut être capable d'identifier une essence constante du juste ou de telle vertu. Et puis, il faut être capable de formuler une idée à laquelle tout le monde adhère. D'accord ? Puisque si on en est réduit à dire « Ah ben le juste, en fait, c'est ce qui est juste pour moi », ça ne fonctionne pas. On tombe dans ce qu'on va appeler le relativisme, et donc on n'arrive pas à une essence, à une définition du juste. Donc il faut arriver à une définition, à une essence, par exemple, si on parle du courage, qui permettent de désigner et d'inclure tous les actes courageux, mais qui permettent en même temps de mettre d'accord tous les individus qui veulent identifier la nature du courage. Donc, première difficulté, la difficulté qu'il y a à saisir l'essence d'une chose, parce qu'il est tout d'abord difficile de s'extraire de l'énumération de simples exemples. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les dialogues platoniciens. Par exemple, on a dans l'Hippias majeur, la question c'est, qu'est-ce que le beau ? Et donc, Hippias, qui est un grand sophiste, et donc sophiste, ça veut dire quoi en gros à l'époque ? Ça veut pas dire, ça n'a pas, comment dire, ça désigne des sortes d'intellectuels, des gens en gros ultra cultivés, qui arpentent la Grèce pour donner des cours particuliers qu'ils font payer très très cher, pour permettre à ceux qui bénéficient de ces cours de briller dans la société, en particulier en politique. C'est ça un sophiste. C'est quelqu'un qui va vous donner de la culture pour vous distinguer dans le monde et des sortes de recettes pour triompher de vos rivaux politiques.
D'accord? Et donc, les gens de la jeunesse bien née athénienne, puisque là il s'agit d'Athènes, on est à Athènes, hein, dans le cadre de Platon, sont prêts à payer cher pour suivre les leçons de ces gens-là. Ok? Et donc, Hippias sort d'une conférence. Non, je crois que je confonds. C'est dans l'Hippias mineur qu'il sort d'une conférence, peu importe. Mais donc, dans l'Hippias majeur, il est question du beau. Et Socrate, qui, comme souvent, comme à son habitude, se fait passer pour quelqu'un d'humble et d'ignorant, dit « Oh, grand Hippias, éclaire-moi sur ce qu'est le juste. » Et alors Hippias, tout imbu de son supposé savoir et de sa personne, dit oh, « C'est simple, la beauté, c'est une belle jeune fille. » Ou bien la beauté, c'est l'or, puisque l'or permet d'orner tout un tas d'objets et de les embellir, etc. etc. Mais alors, Socrate lui fait remarquer que là, le problème qui se pose à lui, c'est qu'il ne fait qu'énumérer des exemples de choses belles, mais il n'arrive pas à l'essence de la beauté. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, qui est le problème qu'on avait soulevé la dernière fois, c'est celui, donc excusez-moi pour le terme un peu technique que je vais essayer d'expliquer, c'est le problème du mobilisme universel. C'est-à-dire comment réussir à aboutir à une essence stable d'une vertu qui peut s'appliquer à toutes les vertus de manière universelle quand le monde matériel, que Platon appelle le monde sensible, est un monde qui est en perpétuelle transformation. Qu'est-ce qui peut être stable dans un monde qui change tout le temps? Et dans un monde qu'on est capable, semble-t-il, de n'appréhender qu'avec les sens. Et le truc, c'est que nos sens changent, et puis, par exemple, notre perception d'un objet change en fonction de la position qu'on occupe par rapport à lui, en fonction de l'heure de la journée, pour les êtres vivants, en fonction du moment de leur vie. Le bourgeon n'est pas l'arbre arrivé à maturité. Donc dans un monde où tout change, comment réussir à cerner des caractéristiques de choses qui vont être qu'on va pouvoir identifier toujours de la même manière? Comment repérer des éléments fixes dans un monde perpétuellement changeant? Ça, c'est le deuxième problème. Et donc, ce qu'il s'agit de faire ici, c'est de ne pas s'en tenir à notre expérience sensible du monde. Donc, ce que j'appelle expérience sensible, c'est ce que les sens nous donnent à connaître du monde, c'est ce que notre corps nous donne à connaître du monde. Mais il faut essayer d'extraire des informations du monde à partir d'une autre faculté qui va être la raison. D'accord ? Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on avait vues la dernière fois. Et donc, par exemple, pour ce qui est de la beauté, on peut dire que certes, donc ça c'est pas dans Platon, puisque l'Hippias majeur se termine par une aporie, d'accord, par une difficulté, la discussion échoue à trouver une réponse satisfaisante, hein, comme dans de nombreux dialogues, des premiers dialogues de Platon, hein, qu'on appelle dialogue aporétique, mais on peut dire que ce qui est beau, bien souvent, c'est ce qui est harmonieux. Hein. Par exemple, si un chat est beau, si une cathédrale est belle, si une rosace est belle, etc., c'est qu'elle est harmonieuse, harmonique, on peut définir comme un rapport convenable entre les parties d'un ensemble. Et alors là, vous voyez, on ne s'en tient pas à une approche corporelle des objets, mais par la raison, on extrait une caractéristique qui va s'appliquer à de très nombreux objets beaux. Alors, voilà, peut-être que vous faites la réflexion que l'harmonie ne permet pas de désigner ou de comprendre tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Vous avez tout à fait raison, il y a en réalité d'autres manières de penser le beau, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails. Et donc, chez Platon, ça donne lieu à des discussions contradictoires
où un interlocuteur de Socrate va essayer de proposer une définition, Socrate en teste la légitimité, il en propose une autre, ça discute, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle la dialectique. D'accord ? Dialectique qui est une discussion argumentée sur l'essence des choses. Ok ? Qu'est-ce que le courage ? On discute, on échange des arguments pour tester telle ou telle définition, etc. Et donc, pour Socrate, alors oui, je précise que là, dans mon exposé, je ne vais pas faire de différence entre, même si, selon les commentateurs, voilà, alors il y a plein de débats par rapport à la philosophie platonicienne. Qu'est-ce qui appartient à Platon, dans la doctrine de Platon, qu'est-ce qui appartient à Socrate ? Bon voilà, c'est une question compliquée. Là, dans mon exposé, je vais faire comme s'il n'y avait pas de différence, ok ? Même si c'est voilà, probablement imprécis, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Donc voilà, les dialogues donnent lieu à des discussions contradictoires où on essaie d'évaluer la force de telle ou telle définition. De manière argumentée, par la raison, puisqu'encore une fois, c'est par la raison qu'on arrive à saisir l'essence des choses, donc en dépassant le rapport sensible au monde. Alors, je le dis d'emblée parce que je ne reviendrai pas dans la suite, mais l'usage, l'exercice de la dialectique, c'est-à-dire cet effort de raisonner, a également une autre vertu, qui n'est pas simplement d'identifier la nature des choses en soi, et plus particulièrement du juste ou des vertus. Cette autre vertu, c'est d'apprendre à l'âme à se détacher du monde sensible, du monde matériel, à orienter l'être vers le haut, vers autre chose. Et donc ça, on verra que dans la deuxième partie de notre exposé, ce sera quelque chose de tout à fait central. Donc la dialectique n'est pas seulement là, n'a pas seulement comme fonction, comme utilité de connaître le juste, elle a également comme fonction de permettre à l'âme d'orienter son désir, d'orienter l'être humain vers des choses plus élevées que les objets strictement corporels. D'accord ? Et ça aura toute son importance dans la suite. Et c'est d'ailleurs comme ça que Platon la thématise dans l'éducation du philosophe dans la République. D'accord ? Donc, deuxième nouveau problème qu'on a déjà esquissé pour identifier le juste, c'est le problème du relativisme. Donc, relativisme, c'est l'idée sur laquelle toutes les choses dépendent du point de vue, du point de vue individuel. Et donc, si moi j'ai envie que le beau ce soit telle chose, et bien alors, selon le relativisme, je suis fondé à penser cela, et si quelqu'un d'autre pense que le beau est autre chose, et bien il serait tout aussi fondé à penser cela. Voilà, c'est ça le relativisme, tout dépend du point de vue. Sauf que, et donc ça je précise, c'est une idée qui était partagée par un très grand nombre de sophistes. D'accord ? Les sophistes, donc contemporains de Platon, prétendaient qu'ils étaient capables de défendre de manière tout aussi convaincante n'importe quelle idée, grâce à leur culture, grâce à leur habileté rhétorique. Ils étaient capables de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Mais du coup, ça c'est un drame absolu pour Platon, parce que ça revient à dire, du coup, qu'il n'existe pas de justice en soi, qu'il n'existe pas de définition du juste qui soit stable, autour de laquelle on puisse se mettre d'accord, et du coup c'est le chaos. Tout simplement. Et du coup c'est le chaos. Et donc, un des efforts, disons, de Platon-Socrate, ça va être de lutter contre ce relativisme qui condamne l'individu et la société au chaos. Et donc c'est pour ça que dans le Théétète, par exemple, donc c'est un dialogue, Socrate montre l'impossibilité logique en fait du relativisme. Les choses ne peuvent pas dépendre du point de vue, pour une raison simple, c'est que être relativiste revient à se contredire soi-même. Parce que si vous dites que tout dépend du point de vue, alors ça veut dire que vous admettez
que celui qui dit que tout ne dépend pas du point de vue a raison, ce qui revient à invalider votre propre thèse. Par ailleurs, autre problème, si vous dites que tout dépend du point de vue, ça veut dire que une même chose peut être plusieurs choses en même temps. Je donne un exemple. Si par exemple Zied qui est là est persuadé qu'il est un éléphant, et si moi je suis persuadé qu'il est une tulipe, il ne peut pas être en même temps un éléphant et une tulipe. Hein, donc en fait, le relativisme revient à aboutir à la conclusion selon laquelle il n'y aurait plus une réalité. Ce qui est manifestement le cas. Enfin, il y a une réalité. Et la preuve en est que si vous demandez à un relativiste de traverser l'autoroute à l'heure de pointe, il va quand même s'y prendre à 2 fois. Voyez, il ne va pas dire « Ah non, mais pour moi, il n'y a pas de voiture, je fonce ». Voilà. Donc il y a bien une réalité. La position relativiste, en réalité, ne tient pas trop. Hein. Bon. Mais, voilà. Donc voilà les problèmes qui se dressent face à la tentative de définition de ce que c'est le juste. Il faut que j'accélère un petit peu. Mais donc maintenant, après les avoir, disons, résolus ou esquissés des propositions de résolution, on va se demander, du coup, si être sage, c'est être juste, d'accord, mais qu'est-ce que la justice, du coup ? Donc, pour Platon, ce qui est juste, c'est faire ce qui est utile pour soi et pour les autres. Hein, puisque pour Platon, il y a une identité entre l'utile et le juste. Et donc, pourquoi est-ce que l'utile, selon Platon, est identique au juste ou à la vertu ? C'est que la vertu est, selon Platon, ce qui nous permet d'être heureux dans ce monde et dans l'autre. Et alors là, il y a un élément peut-être un peu nouveau, bizarre, pour ceux qui ont entendu parler qui ont des vagues souvenirs de Platon au lycée, c'est que oui, en effet, pour Platon, l'autre monde, l'au-delà, est absolument central. D'accord ? Et ça va aller, vous allez voir, ces considérations vont aller croissantes dans l'exposé. Et donc, la vertu pour Platon, c'est s'efforcer donc d'avoir d'avoir l'âme vertueuse, et cette vertu se distingue en 4 parties. Premièrement, la tempérance, qui est la capacité à bien juger, mais également à se maîtriser soi-même, particulièrement en ce qui concerne la maîtrise des plaisirs. Deuxième vertu, le courage, qui est la capacité à juger des dangers redoutables. Troisième vertu, la sagesse, qui est l'excellence de la connaissance, c'est-à-dire avoir le plus de connaissances utiles, de sciences utiles possibles. Et quatrième partie, si on peut dire, de la vertu, c'est ce que Platon appelle la justice, alors en un sens assez particulier, puisque la justice pour Platon, c'est le fait d'accomplir en gros ce pourquoi on est fait. Et donc on va surtout... et donc la justice, elle s'applique au niveau social, mais également au niveau individuel. C'est surtout au niveau individuel là sur le niveau individuel qu'on va se pencher. Et donc ça revient au niveau de l'individu à ce que chaque partie qui compose l'individu accomplisse la fonction pour laquelle elle est faite. Et donc pour cela, encore faut-il savoir quelles sont les parties qui sont constitutives de l'âme individuelle. Pour Platon, il y en a 3. Premièrement, la raison. Deuxièmement, donc en grec, c'est le thumos, c'est-à-dire la partie irascible de l'âme, c'est-à-dire celle qui se met en colère. Et troisièmement, les désirs. Hein, et désirs principalement orientés vers les choses matérielles. Et donc pour Platon, l'âme juste, c'est celle qui est subordonnée à la raison, dont l'ensemble des parties, c'est-à-dire la partie irascible qui s'irrite, et la partie
désirantes sont subordonnées à la raison. Et donc l'idée, c'est que il y a une collaboration entre la partie rationnelle et la partie irascible pour dominer les désirs. C'est ça, avoir l'âme juste pour Platon. Okay. Et donc, être vertueux, c'est incarner ces 4 vertus. La tempérance, maîtrise des plaisirs, en gros. Le courage, c'est-à-dire le fait de bien juger ce qui concerne les dangers redoutables. La sagesse, c'est-à-dire posséder toutes les sciences utiles possibles. Et avoir l'âme juste, c'est-à-dire harmonieuse, bien ordonnée à ce que commande la raison. Voilà, et alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand l'âme est injuste? Lorsque la raison est, lorsque l'âme est injuste, au sens précis tel qu'on vient de le définir là, l'âme est dominée par les 2 autres instances, que sont la partie irascible ou la partie désirante, et donc elle est plus capable d'identifier ce qui est véritablement bon pour elle. Et donc là, par exemple, un exemple de la façon dont on peut être dominé par la partie désirante, ça va être les addictions. D'accord ? Donc là, on poursuit ce qui nous semble être un bien, alors que ça ne l'est pas. Et donc il y a une sorte de contradiction entre, avec notre tête, on sait très bien que c'est mal, mais, disons, il y a notre désir est soumis au jugement, selon lequel c'est bien, et donc il y a une contradiction entre 2 jugements, et bien souvent, pour celui qui subit des addictions, triomphe du désir sur la partie raisonnable, et donc, voilà, exemple de la façon dont l'âme peut être injuste. Et donc, comment est-ce que l'homme vertueux, dont Socrate est l'exemple typique pour Platon, mais aussi pour de très nombreux philosophes antiques, hein, pour les stoïciens également, Socrate est également un modèle, voire le seul modèle de vertu qui ait été. Donc, comment vivait Socrate concrètement? Comment ça se traduit, hein, si on veut aboutir à des choses un peu concrètes? Bien par une vie sobre, où on se contente de peu, par une vie où on est à même de faire preuve de bravoure et de courage face au danger. Alcibiade, hein, l'enfant terrible d'Athènes, est sauvé par Socrate à la bataille de Potidée, alors que c'est Alcibiade qui a été décoré militairement, mais en réalité c'est Socrate qui s'est montré bien plus valeureux puisqu'il l'a sauvé, et Alcibiade en convient d'ailleurs, hein, dans un passage célèbre du banquet. Socrate, bien qu'il feint, et en réalité cette ignorance est feinte, bien qu'il feint de rien savoir, il est en réalité un puits de science, puisqu'il a un avis précis sur tout un tas de sujets. Et ses choix sont guidés par la raison, il est à même de rendre raison de tout ce qu'il fait. Il est également, Socrate, pieux. Et préoccupé sans cesse à se rendre lui-même meilleur et à rendre les autres meilleurs. Il fait donc preuve d'un altruisme débordant qui fait que son principal souci, c'est la santé de sa ville, Athènes, sa ville bien-aimée, et la santé de l'âme de ses concitoyens. Puisque pour Socrate, il n'est possible de changer la ville, de changer la cité, qu'en ayant changé au préalable l'âme humaine, hein, l'âme des individus. J'aurais voulu, mais j'aurais manifestement pas le temps, parce que je ne veux pas être trop long, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter dans les questions, envisager une réfutation de Calliclès dans le Gorgias. Calliclès qui défend l'idée qui conteste cette identification du juste à l'utile. Hein, en gros, Calliclès dit non, bien souvent les hommes justes, ils n'ont aucun pouvoir, ils sont méprisés dans la société, alors que... et donc en fait, être juste n'est pas véritablement utile. Ce qui est juste, utile, c'est de chercher à dominer et à assouvir tous ses désirs. C'est ça qui est véritablement utile. Bon, Socrate conteste cette idée à travers plusieurs arguments sur lesquels on pourra revenir si ça vous intéresse. Mais j'insiste peut-être sur ce point très rapidement pour montrer à quel point le rapport de Platon à la raison, le rapport religion-raison dans l'œuvre de Platon est complexe.
un des arguments in fine, puisque Calliclès est un adversaire coriace, hein, le dernier argument dans le Gorgias pour contester en fait l'identification du juste à l'utile, quand Calliclès dit en fait non, tu dis n'importe quoi et ça n'a rien à voir, en fait Socrate finit par dire tu verras bien dans l'au-delà. C'est-à-dire que ok, tu vas peut-être vivre ta meilleure vie dans ce monde. Si tu réussis à mettre en œuvre ton programme de domination, etc., si véritablement tu y arrives, c'est très risqué, mais ça, tu en as conscience, Calliclès, mais tu es sûr de tes forces, pourquoi pas, mais rira bien qui rira le dernier. Voilà. Et donc, et ça, Socrate dit à ce moment-là, je sais bien que je ne suis pas en train d'argumenter de manière rigoureuse, je sais bien que je fais référence simplement à un récit dans lequel tu es tout à fait libre de ne pas croire, Calliclès, mais moi j'y crois, et on verra bien. Et ça, en fait, ça intervient à de nombreuses reprises, par exemple aussi dans le Phédon, à la fin du Phédon, où Socrate essaie de rassurer ses disciples, parce qu'il est sur le point de mourir, de boire la ciguë, et ses disciples veulent qu'il s'échappe, et lui dit « Mais non, ne vous en faites pas, je sais que ce que je fais là est juste, et donc n'ayez crainte, j'ai confiance, je crois qu'un sort enviable m'attend là-bas. » Bien. Alors, ok, très bien. Donc maintenant, toute la question, la question qu'on peut se poser, c'est comment parvenir à la vertu? Comment y parvenir pleinement? Puisqu'on a identifié ce en quoi elle consistait, il nous reste maintenant à savoir comment l'atteindre. Donc première difficulté qu'on a constatée, c'est la difficulté que pose le caractère chaotique du désir. Puisqu'on a vu que être juste, ça supposait de mettre en ordre l'âme humaine, l'intériorité humaine, pour que la partie irascible et la partie désirante soient soumises à la raison. Ok, comment on fait? Et bien là, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il y a une importance extrême qui est liée à l'éducation. Hein. L'idée, c'est que l'État est responsable de la santé de l'âme des citoyens, et donc on doit, par l'éducation, qui encore une fois se poursuit tout au long de la vie, essayer de faire aimer ce qu'il convient d'aimer, faire haïr ce qu'il convient d'haïr. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'il faut interdire des récits sur les dieux qui sont fautifs, qui disent n'importe quoi en fait sur la nature des dieux, comme par exemple on trouve chez Hésiode et Homère. D'accord ? Donc au livre 10 de la République, Socrate considère qu'il faut chasser les poètes, mais c'est-à-dire très concrètement Hésiode et Homère de la cité, pas tous les poètes, parce qu'ils disent n'importe quoi sur les dieux, et donc le problème c'est que ça donne de mauvais modèles, et donc ça oriente le désir dans de mauvaises directions. Et donc il faut à l'inverse proposer aux citoyens des récits qui donnent à aimer le bien, qui donnent à aimer la vertu. Voilà. Donc il y a véritablement un contrôle culturel chez Platon. Et donc là, on pourrait peut-être se poser la question de la pertinence de faire un peu le ménage dans certaines musiques qu'écoutent nos jeunes. Bon, je dis ça, je dis rien. Parce que assurément, on le sait, ça a une influence sur leur comportement, qu'on le veuille ou non. Il y a des études qui sont... En fait, les études sont unanimes là-dessus, on le sait depuis des décennies. Quand on est exposé de manière fréquente à des contenus violents, ça insensibilise à la violence, ça augmente l'anxiété chez l'individu et ça rend violent. D'accord ? Par exemple, des études le montrent à l'école primaire, où on a pu faire des tests avec l'introduction de la télé dans les foyers. Puis il se trouve que ce qui passe le plus souvent, bien souvent à la télé, c'est des contenus violents, etc. Et il y a eu changement du comportement des gamins à l'école. Voilà, donc ça c'est connu. Je vous renvoie à un livre extrêmement intéressant de Michel Desmurger, un livre qui commence à être ancien maintenant, mais très 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 utile. Moi j'en parle
aux élèves chaque année. Il s'appelle TV Lobotomie. Et il en a écrit un autre, aussi excellent, c'est une compilation d'études sur l'impact des écrans, sur le développement de l'intelligence, etc., qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Et donc voilà, pareil, là les études sont absolument sans appel. Donc, faire appel à Platon, pourquoi pas. Donc l'éducation, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, le temps passe. Mais si cette éducation permet à l'âme d'éviter de trop se charger de vices, elle ne permet cependant pas d'atteindre la vertu pleine et entière, qui suppose un important et continu effort sur soi de purification, qui vise à la divinisation de l'homme, et à la contemplation de la réalité en soi, qui est le monde intelligible, hein, qui est en fait, on pourrait le dire avec Simone Weil, qui correspond à la pensée de Dieu. En fait, c'est quoi le monde intelligible? Alors ça c'est pareil, c'est sujet à discussion chez les commentateurs. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent, avec Simone Weil, avec Plotin également, que le monde intelligible, c'est la pensée de Dieu, le Dieu qui est cause unique de tout ce qui est, les dieux étant des créatures intermédiaires entre le monde sensible et cette divinité absolue, qui sont dans l'obéissance à cette divinité première et qui sont du coup comparables aux anges. D'accord ? Si on veut faire des parallèles entre la pensée de Platon et les monothéismes. Ça, voilà, je signale que c'est, disons, mon orientation de lecture, mais sachez que ça fait débat chez les commentateurs, pour être tout à fait honnête. Ce serait intéressant, peut-être à une autre occasion, de parler de la théologie platonicienne, la conception du divin. C'est très complexe, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé également. Bon, c'est fascinant. Vous savez, c'est le fameux daimon socratique, qu'il faudrait traduire démon, c'est un peu bizarre, il faudrait plus traduire par sa divinité. La divinité qui lui était familière et qui lui inspirait des choses à faire et le plus souvent à ne pas faire. D'accord ? Et peut-être qu'on peut faire le parallèle, en tout cas c'est quelque chose qui est très présent dans le christianisme, avec l'ange gardien. Hein ? L'ange gardien n'est pas simplement une entité qui protège, mais c'est une entité qui inspire des choses. Hein ? Voilà, donc je ne sais pas personnellement ce qu'il en est en islam de cette entité-là, ça serait intéressant de creuser. Mais voilà, peut-être qu'il y a des parallèles à faire de ce point de vue-là. Donc, pour parvenir à la vertu, l'éducation globale ne suffit pas, il faut un travail individuel de purification qui vise à la divinisation de soi. Alors, on va faire vite. Le Timée nous permet de dire que cette divinisation, elle est possible, donc Timée, autre dialogue de Platon, elle est possible parce qu'il y a en l'âme humaine quelque chose qui est semblable au divin. D'accord ? Et donc, l'exégèse du Timée de Plotin dit la chose suivante: si l'âme est indivise et sans partie, ça ne concerne qu'une partie de l'âme, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est qu'elle est un intelligible et qu'elle vient du monde intelligible. Donc en gros, il y a quelque chose de spirituel en l'homme, d'éternel en l'homme, de divin en l'homme, qui lui permet de connaître, de contempler, de s'unir à ce qui est spirituel, divin, éternel au niveau de la divinité elle-même. D'accord ? Et donc là, on peut faire le parallèle entre cette partie de l'âme et ce que les monothéismes vont appeler l'esprit, par exemple. Voilà. Alors, toute la question, du coup, c'est comment faire pour développer cet esprit, pour le rendre capable de contempler l'intelligible, qui est la condition de l'acquisition des vertus véritables. Puisque, pour anticiper un petit peu sur le propos, ce qui fait qu'on devient pleinement juste, c'est ce contact avec la justice en soi qui siège dans l'intelligence divine. Donc c'est le contact avec le juste qui, comme par contagion, nous transmet ses qualités et fait qu'on devient juste soi-même. À 100%, enfin à 100%, je ne sais pas si le 100% est possible, mais en tout cas à un degré extrêmement élevé.
C'est cette expérience, cette union avec l'intelligible qui transforme complètement l'âme et qui lui permet de... Sauf que cette contemplation de l'intelligible, elle est, qu'on peut appeler extase ou illumination ou gnose, en fonction des traditions ou des vocabulaires. Elle suppose tout un travail de purification et de travail sur soi qui fait qu'on est suffisamment digne, en quelque sorte, et suffisamment semblable à l'intelligible pour pouvoir le contempler. Donc, et alors, comment procéder pour arriver à cette purification? C'est qu'il faut alléger l'âme des poids qui la lestent. Quels sont ces poids qui la lestent? C'est les soucis et les désirs qui l'attachent à la matière. Et donc là, on retrouve les considérations qu'on trouve dans les monothéismes de purification des passions. On peut penser par exemple au Coran qui dit « N'as-tu pas vu ceux qui prennent leur passion pour divinité ?» Et donc c'est ces passions-là, ces attachements à ce qui est autre que le bien absolu, à ce qui est autre que Dieu, qui font que l'âme en fait n'est pas capable de s'élever vers lui. Et donc la philosophie, ça consiste à se purifier de ses désirs. Précisons, ça ne suppose pas de quitter le monde matériel, ça ne suppose pas d'aller vivre en ermite, mais ça suppose d'avoir le cœur détaché, ce qui est totalement différent. Donc là, on va citer un passage du Phédon. Mais si je suppose, l'âme est souillée et impure en quittant le corps, parce qu'elle était toujours avec lui, prenait soin de lui, l'aimait, se laissait charmer par lui, par ses désirs, au point de croire qu'il n'y a rien de vrai que ce qui est corporel, ce qu'on peut toucher, voir, boire, manger, employer au plaisir de l'amour, si elle est habituée à haïr, à craindre et à éviter ce qui est obscur et invisible aux yeux, mais intelligible et saisissable à la philosophie, crois-tu qu'une âme, en cet état, sera seule en elle-même et sans mélange quand elle quittera le corps? Pas du tout. Je crois au contraire qu'elle sera toute pénétrée d'éléments corporels qui ont cru, c'est-à-dire qui ont grandi avec elle, par suite de son commerce et de sa communion avec le corps, dont elle ne se sépare jamais et dont elle prend grand soin. Cela est certain. Mais ces éléments, mon ami, tu dois bien penser qu'ils sont lourds, pesants, terreux, visibles. L'âme où ils se trouvent est alourdie et tirée en arrière vers le monde visible par la crainte de l'invisible et, comme on dit, de l'Hadès. Donc, le principe général, si vous voulez, c'est que l'âme devient en quelque sorte ce qu'elle désire. L'âme devient ce à quoi elle est attachée. Et donc, si on est attaché à la matière, notre âme devient matérielle, en quelque sorte. Et là, Platon nous propose une petite théorie des fantômes. C'est assez marrant. C'est la suite de l'extrait, il nous dit. Et donc, cette âme qui a été toute pleine d'éléments corporels, qui ne s'est occupée de rien d'autre que de la matière, à la mort, elle hante les monuments et les tombeaux, où l'on a même vu de ténébreux fantômes d'âmes, pareils au spectre de ces âmes qui n'étaient pas pures en quittant le corps, et qu'on peut voir précisément parce qu'elles participent du visible. Donc si un fantôme est visible, c'est qu'il s'est attaché au monde sensible, qui est le monde visible à nos yeux corporels, et donc il devient visible à nos yeux corporels. Alors qu'une âme qui s'est occupée du monde intelligible, des mondes spirituels, qui s'est détachée du monde matériel, et ça passe par des exercices très concrets de méditation, par exemple. Alors ça, Platon n'est pas très bavard sur le sujet, mais on a un moment dans le banquet où Alcibiade, quand il raconte, dans ce discours extraordinaire d'Alcibiade, où il déclare son amour, il est complètement saoul, et il déclare son amour à Socrate, qui lui a sauvé la vie, etc. Et il dit, Socrate, à un moment, toute une nuit, pendant la bataille, il est resté planté debout, immobile, n'a pas bougé. Et là, Platon ne lui dit pas ce qu'il fait. Et on peut imaginer qu'il était en train, justement, de faire ce dont il est question ici, c'est-à-dire de se retirer du sensible,
d'essayer d'orienter son âme vers l'intérieur et vers le haut pour faire en sorte qu'elle ne soit plus parente de ce monde. Voilà. Et donc, ce travail de détachement du sensible, en fait, revient, pour Platon, à apprendre à mourir. C'est dit explicitement. Philosopher, c'est s'entraîner à vivre dans un état aussi voisin possible que de la mort. Mais pourquoi ? C'est pas qu'il s'agit de quitter ce monde prématurément. C'est simplement que la mort, c'est quoi ? C'est ce moment où l'âme prend son envol, ou est censée le prendre du moins. L'âme se détache du monde matériel et s'élève. Et donc philosopher, c'est rien d'autre que ça. C'est faire en sorte que l'âme, en cette vie, s'élève et soit bien plus soucieuse, attachée, préoccupée par les choses d'en haut que d'en bas. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se donner la mort, se suicider, ça c'est interdit. Puisque, nous dit Socrate, dans le Phédon, nous sommes la propriété des dieux, et donc nous n'avons pas le droit c'est eux qui décident du début et de la fin de notre existence terrestre. On n'a pas le droit d'anticiper là-dessus. Hein, c'est une faute. Et donc, voilà, ça passe par, on l'a déjà dit, un travail de purification de toutes nos passions. Et donc, ce détachement s'opère par une sorte de réorientation du désir, par une forme de conversion du regard de l'âme, et donc ça suppose une forme de sublimation, pour employer le terme psychanalytique, une sublimation du désir passant des choses terrestres à celui des choses divines. Et cet amour, en vertu du principe qu'on a déjà indiqué que l'âme devient semblable à ce qu'elle désire, cet amour devient un puissant moyen de s'élever. D'ailleurs, on a cette phrase absolument magnifique chez Plotin qui dit « Qu'est-ce que c'est que penser ? C'est s'élever vers le bien en le désirant. » C'est très bizarre. C'est quoi cette assimilation de la pensée au désir ? C'est qu'en fait, la pensée, c'est-à-dire le déploiement des possibilités de l'âme, n'est possible que si elle s'élève, et l'ascenseur, entre guillemets, qu'elle peut prendre, eh bien, c'est cette orientation aimante vers le haut. Voilà. Donc, en fait, philosopher, c'est beaucoup plus un travail, de manière beaucoup plus profonde chez Platon, un travail de réorientation du désir, qu'un travail d'activité rationnelle tel qu'on entend la philosophie ordinairement. Même si ce dernier n'est pas à négliger. D'accord ? Donc on a une illustration de cette réorientation du désir, bien sûr, dans le banquet, où il est dit, donc celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au terme suprême, verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse, celle-là même, Socrate, qui était le but de tous ses travaux antérieurs, beauté éternelle, qui ne connaît ni la naissance ni la mort. Donc cette gradation régulière, c'est la gradation dont je crois on avait déjà parlé la dernière fois, passer de l'amour d'un corps, à l'amour des beaux corps en général, amour des belles actions, l'amour des belles sciences, puis amour de la beauté en soi, etc. Donc, et dans le Phèdre, autre dialogue où l'amour est central, c'est l'amour pur pour les choses divines qui arrose, nous dit Platon avec des images très belles, qui arrose les ailes de l'âme et qui lui permet de prendre son envol. Et alors là, autre chose extrêmement intéressante, et pour contrebalancer une approche rationaliste de Platon, qui pourrait être rationaliste de Platon, c'est l'idée, dans le Phèdre, que cet amour doit aller jusqu'au délire, jusqu'à la folie. D'accord ? Platon, dans le Phèdre, parle des bienfaits du délire. Il distingue 4 types de délire. Le délire le plus
Et donc il parle également du délire des devins, mais le délire le plus apprécié, le plus élevé, c'est celui dans lequel en fait, on entretient un homme mûr et sage, entretient un amour désintéressé et pour le bien, on pourrait dire pour Dieu, avec une âme plus jeune qui aspire à la sagesse. Et donc là, on pourrait penser, si on veut traduire ça dans des termes, disons, des religions monothéistes qui nous sont plus proches, c'est la relation amoureuse qu'il y a pu y avoir entre un prophète et les disciples qui l'ont suivi. Vous pensez à l'amour qu'il y avait entre Jésus et ses apôtres, entre le prophète de l'islam et ses compagnons. Avec, là, on a d'amples descriptions, par exemple, de l'amour qu'avait Abou Bakr pour le prophète de l'islam, et qui dit lui-même, Abou Bakr ne vous a pas précédé par ses prières, etc., mais il vous a précédé par un secret qui réside dans son cœur, l'amour de Dieu et de son envoyé. Donc on a la même chose, c'est-à-dire c'est l'amour pur orienté vers Dieu qui fait qu'on s'élève de la manière la plus efficace et la plus puissante qui soit. C'est tout à fait présent dans Platon. Il y a un amour qui va jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. Les apôtres étaient fous de Jésus, les compagnons étaient fous du prophète, etc. Et on peut retrouver ça même dans des relations, lorsqu'elles sont authentiques, dans des relations initiatiques. Par exemple, vous allez en Inde, la relation et la vénération que les disciples ont pour leur gourou, on peut se dire, mais ils sont fous ces gens. En fait, c'est le même principe qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, l'amour pur et désintéressé pour une âme pure permet une ascension qui est extrêmement importante et rapide. Voilà. Et donc, on va conclure là-dessus. Ce travail de purification-là permet de se rendre semblable à Dieu et enfin d'arriver à la contemplation du bien en soi, qui permet une transformation de l'être et donc de devenir pleinement juste. Donc, cette expérience directe de la contemplation de l'idée du bien et du beau permet donc une transformation de celui qui contemple, et dans cette expérience, c'est comme si le divin communiquait directement à l'homme ses qualités qui lui permettront d'accoucher d'actions véritablement vertueuses. On finira par ce passage du banquet. Penses-tu, donc c'est Diotime, donc c'était l'éducatrice de Socrate, penses-tu que ce soit une vie banale que celle de l'homme qui, élevant ses regards là-haut, contemple la beauté avec l'organe approprié, c'est-à-dire l'esprit, et vit dans son commerce? Ne crois-tu pas, ajouta-t-elle, qu'en voyant ainsi le beau, avec l'organe par lequel il est visible, il sera le seul qui puisse engendrer non des fantômes de vertu, puisqu'il ne s'attache pas à un fantôme, mais des vertus véritables, puisqu'il saisit la vérité. Or, c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux, et si jamais homme devient immortel, de le devenir aussi. Donc pour conclure, nous avons vu que si la philosophie de Platon peut sembler par certains côtés rationaliste, dans la mesure où la raison joue un rôle décisif pour identifier le juste et s'y conformer, force est de constater que la sagesse platonicienne ne se réduit pas à cela. En effet, le désir, dès lors qu'il est réorienté vers le haut, est le moyen le plus puissant qui permet de s'élever vers le divin et de s'y assimiler. Nous pouvons même aller plus loin et affirmer que, selon Platon, le désir du bien n'est suffisant que dès lors qu'il vire à la folie, dès lors qu'il dévore et hante le philosophe, celui qui est épris de la sagesse. Dans cette perspective, la philosophie relève bien plus de la fureur mystique que de la docte discussion savante. Soulignons ainsi que ce que vise la philosophie, c'est une purification de l'âme de ses multiples désirs matériels, seule à même de la rendre semblable au divin, similitude qui est la condition de la connaissance véritable. Merci à vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une question. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la purification de l'âme et le soufisme? Ah bah ouais, ce qu'on appelle soufisme, c'est cette branche, cette
ce domaine de la pratique religieuse musulmane qui est celui de la purification, hein, tazkiyat nafs. Donc soufisme et purification de l'âme, c'est strictement synonyme. Donc oui, on peut dire que certains maîtres spirituels musulmans se vivent d'ailleurs comme tels. On peut dire qu'ils font partie, ils sont des héritiers de la sagesse platonicienne, tout à fait. De même qu'on va trouver chez des philosophes, théologiens chrétiens des premiers siècles, des penseurs qui se vivent comme des authentiques philosophes. Donc il y a d'ailleurs, ça pourrait être l'occasion d'un exposé, j'y pense, un livre de Jean-Yves Leloup que je n'ai pas lu encore, mais qui s'appelle le livre des vrais philosophes, où en fait c'est une série de portraits de philosophes et théologiens chrétiens, platoniciens, qui considèrent que leur pratique du christianisme se situe dans la droite ligne de l'enseignement de Platon et qu'ils en sont les véritables héritiers. Et en fait on trouve ça aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Si bien que pour de nombreux philosophes et théologiens musulmans, ça je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, mais Platon était un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui délivre un message qui est en accord avec les enseignements que Dieu a révélés à tous les prophètes dans l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe, puisque pour les musulmans, il y a eu des milliers et des milliers, environ 124 000 prophètes qui ont été envoyés, qui ont tous un message correct, vis-à-vis duquel, desquels le message du prophète Mohammed n'a rien d'original et de spécial. Il est plus complet pour les musulmans que les autres, mais c'est tout. Pas du tout différent, il ne diffère pas du tout en nature. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la sagesse, c'est avoir une profonde conscience de la responsabilité de ses actes aussi? Conscience qui peut être acquise justement par un travail intérieur sur soi. Et est-ce que finalement, se soucier du bel agir dans le monde, n'est-ce pas un moyen pour tendre vers cet au-delà du monde? Alors oui, complètement. Complètement, et on le voit avec l'exemple... Je pense justement à cette tradition qu'on trouve dans l'islam spirituel et le soufisme, puisqu'on en a parlé, concernant la science du bon comportement, en fait, en particulier. Oui. Alors, ce sentiment de responsabilité vis-à-vis du monde, complètement, hein, même si Socrate, en fait, n'a, au sens ordinaire du terme, jamais fait de politique, parce qu'il considérait que c'était un panier de crabes, en fait, il pouvait rien en sortir de bon. Il se considérait, au fond, comme le seul politicien qui vaille, puisque, en fait, le préalable à la bonne politique, c'était de réformer l'âme des gens, et lui, il a passé sa vie à ça. Et donc, il se sentait comme investi d'une responsabilité toute sa vie, et il disait de lui, donc je crois que c'est dans l'Apologie, il disait, je suis comme, Athènes, c'est comme un cheval endormi, et moi, je suis comme un taon, une espèce de moustique qui vient le piquer pour le réveiller de son sommeil et le pousser à la vertu. Pareil, Platon, il a essayé à 3 reprises, et ça s'est soldé par 3 échecs, d'aller à Syracuse pour essayer de mettre en place une cité qui serait réglée selon les principes qu'il a établis dans la République. Donc il voulait absolument essayer de mettre en place un ordre politique juste pour permettre aux âmes de devenir justes, pour permettre d'améliorer le monde, tout simplement. Donc bien sûr, c'est le sentiment de responsabilité, il est absolument constant et indispensable, nécessaire dans le platonisme. Dernier exemple, c'est la nécessité qu'il y a pour le philosophe, dans l'allégorie de la caverne, j'en ai pas parlé, mais on aurait pu, nécessité qu'il y a après être sorti de la caverne, on contemple, c'est génial, hein, faut revenir. Et là, bonjour les problèmes. Parce qu'on passe pour un fou, parce que les gens, et surtout ceux qui aspirent au pouvoir, c'est des sauvages. Donc, voilà. Merci. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible, concrètement, la cité idéale, etc., ce que Platon a voulu faire? À notre époque, non, je pense pas. Mais ça n'engage que moi. Là, il faudrait voir... comment dire? Non,
J'imagine que non. Je pense que c'est tout à fait en effet. Ouais, ouais. D'essayer de, en tout cas, d'essayer de se préoccuper du monde, bien sûr, mais pas par ces moyens-là. Et donc se soucier du monde à la manière platonicienne ou socratique, c'est essayer de se rendre juste au niveau individuel et essayer de rendre les autres justes ou s'entraider dans la vertu autant que possible. Oui, voilà. Ça se traduit comme ça. Et j'aimerais réagir, je pense, vous savez, par rapport à quoi? Par rapport à Hésiode et Homère. Oui. C'est assez étonnant, parce que justement hier, je disais à un ami que la conception que les Grecs avaient des dieux, en tout cas de manière très large, était beaucoup plus hétéroclite et, on va dire, et complexe que simplement les histoires qu'on nous raconte, Zeus, le coureur de jupons, etc. Il y avait une philosophie, il y avait une sagesse, etc. Et justement, je citais, alors Homère, non, Homère c'est vraiment comme on imagine, la mythologie, etc. Bon, je connais pas cette question. Disons, je suis d'accord avec Platon, qu'il raconte beaucoup d'histoires qu'on peut difficilement concilier avec une conception de Dieu liée à la vertu. C'est pas du tout vertueux quand même, globalement. Mais Hésiode, justement, alors je le connais peut-être pas assez bien, mais de ce que j'en ai lu, il y a des passages qui sont très intéressants. Ouais. Vous connaissez, parce que c'est pas forcément la philosophie quand même. Oui, un petit peu. Et bon, c'est typiquement le début des Travaux et des Jours. Il dit Zeus, celui qui élève les humbles et abaisse les orgueilleux, on dirait un psaume. Quoi. C'est incroyable. Ouais. Et même par rapport à la justice, il est vraiment très intéressant. Quoi. Donc on essaiera de faire un truc sur la théologie platonicienne, ça pourrait être intéressant, mais en montrant également que, parce que ça, Plotin fait ça beaucoup, il interprète de manière spirituelle les mythes grecs. Donc il montre qu'en fait, il y a un sens, entre guillemets, caché. Bon, on y reviendra. Par exemple, celui qui regarde au centre de la Terre. Oui, on avait parlé la dernière fois, c'est ça. Donc le regard de Lincé, si je me rappelle bien. Le Nax, c'est lié. Ouais. Ok. Mais voilà, je ne connais pas ces affaires-là précisément, mais je pense qu'on y reviendra. Et soit dit en passant, du coup, ça permettrait de montrer, d'illustrer cette idée qui est peut-être présente dans toutes les traditions, qu'il y a toutes les traditions religieuses, il y a une surface, une superficie, et il y a l'écorce et il y a la pulpe. Hein, il y a la peau, il y a le noyau. Et donc, il faut peut-être distinguer chez les Grecs ce qui relève de la religion populaire et ce qui relève de la religion telle qu'elle était pratiquée de manière, disons, rationnelle, cohérente, sensée, et en même temps intérieure, telle qu'elle se pratiquait dans les écoles de mystère, comme par exemple l'école pythagoricienne, dont malheureusement on ne sait à peu près rien, mais qui était probablement un haut lieu de la sagesse grecque. Voilà, donc ça, on fera, voilà, c'est un sujet qu'on abordera probablement à l'avenir. Parce que Platon, en fait, il fait très souvent référence. Il fait référence aux initiations, hein, il fait référence à des pythagoriciens, à des sagesses, il reprend des sagesses orphiques, qui étaient donc des écoles de mystère. Et Pythagore, c'est connu qu'indirectement, je crois. Ah oui, on n'a pas de traces, on n'a rien. Directement, on n'a rien. Alors, on aurait des vers dorés qui remonteraient à Pythagore, qui en réalité, la première attestation historique de ce document, elle date de, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être 500 après Jésus-Christ, alors que Pythagore, c'est plutôt autour de 600-700, quoi. Donc, bon, ça fait quand même un petit delta. Merci à vous, merci pour votre écoute, et excusez-nous pour la chaleur.